Bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être ici. Je remercie les organisateurs, évidemment, Octo, pour cette Unexpected Source of Inspiration, USI, donc je suis très fier de participer. Alors, la souveraineté et la technique, pour moi, c'est une évidence. Je vais même aller un petit peu plus loin et commencer par la fin. Étant historien du droit et auteur de science-fiction, je suis habitué à inverser les perspectives. La souveraineté, c'est une technique. C'est quelque chose qui a été créé dans un but particulier. C'est une techné au sens aristotélicien du terme. La souveraineté est un moyen de gouverner, un moyen de légitimer une puissance. Et c'est bien de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, en quelques minutes, de cette puissance de la souveraineté et des récits qui l'accompagnent, depuis la Renaissance jusqu'au plus lointain futur. C'est pour ça que j'ai intitulé ma communication de la puissance perpétuelle des républiques futures. Et puis, nous sommes en République. La notion de res publica, elle est profondément ancrée dans notre patrimoine culturel, politique, institutionnel, juridique. Et on aimerait tous croire que ces républiques peuvent être éternelles, qu'elles peuvent être perpétuelles et qu'elles ont un futur. Et ce futur est sans doute lié aussi à la technique, au sens scientifique du terme, mais aussi au sens juridique. Alors en introduction, je vais d'abord être sagement l'historien du droit des idées politiques, des institutions que je suis, au civil, entre guillemets. Et je vais vous parler de l'invention moderne de la souveraineté et de ses raisons impérieuses. J'ai mis impérieuse entre guillemets parce que j'accorde plusieurs sens, au sens propre et au figuré, à cette notion d'impératif de la souveraineté. Alors d'abord, pourquoi l'invention moderne de la souveraineté ? Eh bien d'abord parce qu'il y avait, à l'époque moderne, et en tant qu'historien, quand je parle du mot moderne, je parle de temps moderne à proprement parler, c'est-à-dire de cette époque qui commence avec Christophe Colomb, la découverte de l'Amérique, 1492, et qui finit pour nous, en France, mais plus largement pour l'Europe aussi, à la Révolution française, voire au premier empire napoléonien. La souveraineté était nécessaire. Il fallait inventer la souveraineté parce que la situation en Europe et plus largement dans le monde avait été profondément transformée. Je m'adresse ici à un public qui sait très bien ce qu'est la Renaissance. Cette époque particulièrement fructueuse et en même temps, on oublie toujours de le dire, extrêmement instable, qui s'intercale entre notre époque dite encore aujourd'hui contemporaine et le Moyen-Âge. À la Renaissance, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe exactement tout ce qui se passe aujourd'hui à notre propre époque. C'est-à-dire que tout ce que nous considérons comme stable, comme définitif, comme légitime, comme acquis, est en train de basculer dans l'incertitude. À la Renaissance, les princes européens s'affranchissent du pouvoir spirituel. Ils s'affranchissent de la tutelle de l'Église. Et alors que le Moyen-Âge avait été marqué par une sorte de hiérarchie implacable entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel, entre pouvoir pontifical et pouvoir royal, eh bien, à la Renaissance, tout change. Et celui qui l'incarne le mieux, c'est Machiavel. Le Prince de Machiavel, un texte incontournable que vous devez relire, qui est très très mal compris aujourd'hui par le grand public, à cause d'une espèce de vision simpliste, décalée, péjorative de Machiavel, qui ont fait le père du machiavélisme, alors que Machiavel n'a jamais été machiavélique, comme Marx n'a jamais été marxiste. Machiavel identifie le changement, et s'il ne formule pas le mot de souveraineté, il comprend que les princes, dans un monde en transformation, doivent impérativement avoir les moyens d'agir. Et notamment, il voit l'omniprésence des guerres, et il nous dit ceci dans son ouvrage principal, ce n'est pas le seul de Machiavel, la guerre, les institutions et les règles qui la concernent sont le seul objet auquel un prince doit donner ses pensées.
Il dit c'est la vraie profession de celui qui gouverne. Et le prince doit songer une seule chose, conserver son état. Eh bien, si Machiavel n'emploie pas le mot de souveraineté, il identifie le besoin, la nécessité impérieuse de la souveraineté. Cette souveraineté, au temps moderne, elle est un moyen nécessaire pour le prince de trouver son autonomie et de faire face à toutes les menaces qui compromettent la continuité de son État. Après Machiavel, un autre penseur, un angevin, un Français, Jean Bodin, va lui définir la souveraineté. Et dans les 6 livres de la République, en 1576, ce romaniste formé au droit romain, qui est à la cour de Charles IX et surtout à la cour de Henri III, va formuler la notion de souveraineté et il va la définir. Et c'est le point de départ de ce qui fait aujourd'hui notre représentation de la souveraineté. Je le cite, « La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une république. » Quand il dit république, c'est un État, ce n'est pas une monarchie, une aristocratie, une démocratie, c'est une res publica. Bodin, c'est un romaniste, donc res publica, c'est la chose publique. C'est la puissance absolue perpétuelle d'une république, et il faut définir la souveraineté parce qu'elle est le point principal, le plus nécessaire d'être entendu au sujet de la République. Donc vous voyez, Machiavel identifie la nécessité, Bodin définit la souveraineté. Alors pourquoi impérieuse ? Je ne veux pas faire l'historien du droit qui revient sur des choses que vous avez sans doute complètement oubliées de vos études secondaires ou de vos études à l'université. Mais sachez que sous la République romaine, il y avait des consuls, et que ces consuls étaient des magistrats qui avaient 2 pouvoirs, commander l'armée et faire voter les lois. Choisir, avoir l'initiative de la loi. Ce n'est pas eux qui la votaient, mais c'est eux qui la proposaient. Et quel était le pouvoir de ces magistrats ? On l'appelait en latin l'imperium, le pouvoir de commandement. Eh bien, Bodin, qui est un romaniste, utilise le mot imperium, et de ce mot imperium, pour ne pas prendre un mot latin, pour adapter, il crée le mot de souveraineté, et c'est le premier en Europe à définir cette notion. Alors à partir de là, la souveraineté va être l'affaire de tous. Tout le monde veut définir ce pouvoir du prince qui s'affranchit d'autres types de pouvoirs. C'est-à-dire le prince doit être souverain parce qu'il ne doit pas être dépendant. La condition sine qua non de la souveraineté, c'est son côté absolu et son côté indivisible. Alors j'ai fait un petit clin d'œil à une expression de la science-fiction qu'on trouve dans la culture populaire, « to infinity and beyond », ici c'est vers l'indivisibilité et au-delà. Alors regardez, tous ces auteurs, je ne vais pas détailler, mais c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment le sujet dont tout le monde parle à l'époque de la Renaissance et au grand siècle. Charles Loiseau, juriste important, la souveraineté est la forme qui donne l'être à l'État. C'est de la poésie. Qu'est-ce que c'est qu'un État ? C'est un concept juridique, mais il a un être. Et son être naît directement de la souveraineté. Autant dire qu'un État qui n'est pas souverain n'existe pas. Autre juriste qui travaille dans la chancellerie royale, une citation qui plaira à Roland Lehoucq, qui est dans la salle et qui interviendra plus tard dans l'après-midi, « La souveraineté n'est pas plus divisible que le point en géométrie ». Le parallèle, la métaphore scientifique est aussi le signe d'un siècle où la science et la politique se rapprochent l'une de l'autre. Et puis, avec les Lumières, qui font partie des temps modernes pour moi, eh bien, arrive Jean-Jacques Rousseau, qui invente la notion de volonté générale et qui nous dit, de façon claire et nette, qui refusera d'obéir à la volonté générale, il sera contraint. Le mot est lâché. Rousseau a le sens de la formule comme Machiavel, c'est d'ailleurs pas un hasard du tout. Rousseau est un grand lecteur de Machiavel. Vous voyez, il y a une sorte de boucle qui part de Machiavel et qui arrive à Rousseau. Il faut pouvoir contraindre. La souveraineté, c'est un pouvoir de contrainte. Et comment on peut contraindre ? Eh bien, on contraint par la loi, on contraint par l'autorité, par la légitimité de l'État qu'incarne la loi, loi expression de la volonté générale. Alors, ne vous y trompez pas, cette souveraineté, elle est indivisible, mais pour finir sur cette grande introduction historique, cette souveraineté, elle peut s'appliquer à plusieurs domaines.
Et ici, vous avez la résolution moderne du problème à 3 corps. Pour ceux qui connaissent l'œuvre de Liu Cixin, qui fait aujourd'hui l'objet d'une adaptation en série télévisée, œuvre de science-fiction d'un auteur chinois très important, que j'adapte ici à la question politique, eh bien, les 3 corps du souverain, les 3 pouvoirs, les 3 puissances perpétuelles, c'est légiférer, juger et administrer. Et tout ça nous donne la forme de nos institutions. Aujourd'hui encore, au moment même où je vous parle, nous sommes encore les héritières et les héritiers de cette conception-là de l'État. La souveraineté est une technique de gouvernement, c'est une technique de législation, c'est une technique d'administration, et enfin, elle n'existe que lorsque le pouvoir qui s'exerce est un pouvoir légitime. Il n'y a jamais de souveraineté des dictateurs, je vais y revenir. Alors dans le cadre d'USI, évidemment, moi j'ai voulu explorer les futurs possibles. Et étant à la fois historien du droit et auteur de science-fiction, la question que je me suis posée pour être intéressant pour vous, c'est qu'est-ce que nous disent nos récits du futur lorsqu'ils s'intéressent à la souveraineté? Est-ce que les auteurs de science-fiction, les autrices de science-fiction, lorsqu'ils parlent du futur, lorsqu'ils imaginent des empires galactiques, lorsqu'ils imaginent des républiques futures, des utopies, est-ce que ces auteurs ont une vision claire de la souveraineté? Est-ce qu'ils ont une représentation populaire et datée? Est-ce qu'au contraire, ils esquissent des transformations de la notion? Enfin, quelle est la part de la technique, dans tous les sens du terme, dans leur définition? Alors j'ai proposé 2 parties qui, vous allez voir, ne sont pas plus longues que cette introduction, en 3 temps. Comme ça, vous aurez aussi le temps, avec moi, d'échanger, de poser des questions. Première partie, des républiques futures qui surgissent du passé. Grand paradoxe, c'est la souveraineté que j'appelle la souveraineté romantique. Mais vous allez voir, il y a des techniques aussi. Et puis, deuxième partie, plus récente, plus d'actualité, une souveraineté d'un futur immédiat, mais qui s'appuie énormément sur les techniques. Tout à l'heure, Christian Fauré, dans son introduction, nous disait aujourd'hui, la souveraineté ne peut plus faire l'impasse de la technologie. Eh bien, les auteurs de science-fiction l'ont identifié depuis longtemps. De là à voir Christian Fauré comme un auteur de science-fiction, il n'y a qu'un pas, que je franchis allègrement en espérant le lire bientôt du côté fiction. Peut-être aussi d'ailleurs Mathieu s'y intéressera. Allons-y, première partie, une chose que peut-être vous ignorez concernant l'imaginaire de la science-fiction. Beaucoup de gens pensent que les auteurs de science-fiction ont une imagination débordante et qu'en réalité, ils arrivent à inventer de nouveaux modèles. C'est très rarement le cas. En fait, les auteurs de science-fiction puisent tout simplement dans ce qui ne nous est pas familier. Or, qu'est-ce qui ne nous est pas familier? Ici, on est dans le musée des civilisations, on parle d'anthropologie. Une des choses qui ne nous est pas familière, c'est l'altérité des civilisations. Nous, ici, en Europe, en Occident, on a toujours tendance à penser que nous avons le grand modèle, même si aujourd'hui, nous ne le croyons plus vu la crise que nous traversons. Donc on peut s'intéresser aux autres civilisations, mais aussi, on peut s'intéresser, comme s'il s'agissait de planètes lointaines, à des passés immémoriaux que nous n'avons plus fréquentés depuis longtemps, que nous pensons peu intéressants et qui pourtant recèlent la clé d'un regard critique. Et c'est Machiavel encore qui le disait, Machiavel qui disait « Étudier l'histoire, c'est d'abord et avant tout permettre la critique du présent ». Il ne faut pas faire de l'érudition gratuitement, ça ne sert à rien ni à personne. Mais étudier l'histoire, c'est comprendre le passé, et comprendre le passé, c'est critiquer le présent. Alors c'est pour ça que je vous parle de romantisme. Alors d'abord, lorsqu'on parle des empires galactiques, on a comme ça de vieilles justifications de la puissance souveraine. Je vais en traiter 2. La souveraineté mathématique d'Isaac Asimov, et puis la souveraineté exécutante dans une bande dessinée française de Morvan et Buchet. Commençons par Isaac Asimov. Peut-être certains dans la salle le connaissent. Si je fais un petit sondage, qui connaît Isaac Asimov et au moins les lois de la robotique? Levez la main. C'est bien. C'est bien, vous avez tous gagné une place aux Utopiales de Nantes.
Vous verrez ça avec Roland Lehoucq, président du festival, qui se trouve dans la salle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Isaac Asimov fait partie de la culture. Grand chimiste, grand vulgarisateur américain d'origine russe, qui a marqué le XXe siècle. Et dans l'un de ses grands cycles, qui s'appelle Fondation, eh bien, Isaac Asimov imagine une souveraineté incroyablement puissante, perpétuelle par essence, la souveraineté sur le futur. Il imagine une science qu'il appelle la psychohistoire. Nous, aujourd'hui, on pourrait plutôt parler d'historiographie analytique ou de cliologie, en référence à la muse de l'histoire, Clio, et le logos des Grecs. Et cette psychohistoire, qu'est-ce qu'elle dit? Elle prédit, au service du prince, au service de ceux qui la détiennent, elle prédit ce qui va arriver pour de très grands groupes humains. Oh, je vous rassure, la psychohistoire ne peut pas prévoir ce qui va vous arriver à vous. Vous n'êtes pas assez nombreux. Même si nous sommes très nombreux ici, la psychohistoire, elle est faite pour des centaines et des centaines de milliards d'individus. Et donc, si elle existait vraiment, cette science imaginaire, elle ne serait pas véritablement efficiente pour seulement la population terrestre. Et cette psychohistoire, qu'est-ce qu'elle permet? Eh bien, de dire ce qui va arriver, du coup, en toute connaissance de cause. Le prince, comme la déesse Thémis, qui était douée elle-même de préscience et qui conseillait Zeus, eh bien, le prince peut agir non pas pour conjurer le futur, mais pour s'y préparer. Il y a ici une forme de déterminisme mathématique qui nous choque. Nous qui sommes une société du libre arbitre, qui sommes une société de l'autonomie de la volonté, nous n'aimons pas penser que notre futur est inéluctable, mais Asimov montre que mathématiquement, le futur est déterministe. Et donc il crée cette science qui va annoncer la chute de l'Empire galactique, irrévocable, et de laquelle il va créer une fondation. Alors vous avez une scène de la série que je vous ai mise ici, entre Harry Seldon, le fondateur de la psychohistoire, et puis le prince Cléon, qui ne veut pas accepter, il le pointe du doigt, il dit « Oui, comment osez-vous dire ce que je dois faire ?» Et puis en n'écoutant pas Harry Seldon, évidemment, il va échouer. C'est une vision aussi typique du XXe siècle, très scientiste, très positiviste de la souveraineté. Et puis à côté, je vous ai mis une petite couverture de sillage, parce que j'aime bien aussi, c'est important aussi d'évoquer la bande dessinée, qui aujourd'hui est devenue l'une des sources fondamentales de notre imaginaire, et notamment de notre imaginaire social. Eh bien, dans Sillage, Morvan et Bûcher imaginent une société galactique, un convoi, qu'on appelle donc Sillage, composé de centaines de milliers de vaisseaux spatiaux, et dans lesquels il faut bien que l'ordre règne, et un magister, un grand gouverneur, utilise une humaine, la seule humaine du convoi, qui s'appelle Navis, et cette humaine est l'exécutrice de la souveraineté du magister. En fait, c'est elle qui exécute les bases œuvres. Et lorsque le magistère lui demande d'enquêter, elle a tous les droits, elle peut mentir, parce que beaucoup d'autres races ne le peuvent pas, elle peut agir, elle peut tuer, c'est l'idée selon laquelle la souveraineté va jusqu'à la puissance d'ôter la vie. Et donc elle est en quelque sorte l'incarnation même de la raison d'État. Alors tout ça, c'est amusant, c'est romantique, c'est divertissant, mais ça manque un peu de sens historique. Si je fais une critique, moi je dirais surtout que cette science-fiction-là, elle nous montre que, et c'est une leçon pour nous, c'est une leçon sur la façon dont nous utilisons la technique, notamment dans le cadre de la souveraineté. Cette souveraineté-là, elle nous montre en fait que nous sommes peut-être entrés dans une impasse, que moi j'appellerais en tant que juriste l'impasse normative. C'est-à-dire qu'à force d'imposer la souveraineté par la loi, à force de faire de la loi la seule incarnation de la souveraineté, la loi votée par le Parlement, bien sûr, quand je dis la souveraineté de l'État, ça peut être une souveraineté, et c'est principalement une souveraineté démocratique, comme nous la connaissons aujourd'hui. Les représentants de la nation qui votent les lois qui sont contraignantes pour des raisons de souveraineté nationale. Et la science-fiction traduit aujourd'hui l'essoufflement, l'effondrement, la perte de substance de cette souveraineté normative. Et pour moi, c'est une leçon d'anthropologie. Et comme on est au musée du Quai Branly,
Je pense que le mot n'est pas une insulte. Anthropologie, c'est une science fondamentale, hein. Moi, j'étudie l'anthropologie juridique notamment, et ça éclaire beaucoup ma façon d'enseigner le droit. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, deux souverainetés, jusqu'à la négation même de la souveraineté dystopique et puis l'anti-souveraineté. J'y vais. La souveraineté dystopique, qu'est-ce que c'est? Si vous avez, vous vous intéressez aux médias et à la culture populaire aussi, au-delà de la culture savante, et si vous lisez ou vous regardez des séries télé, vous savez que la dystopie est devenue incontournable. Aujourd'hui, il se produit plus de dystopie que n'importe quel autre type de fiction imaginaire. Chaque nouvelle série télé, de La Servante écarlate, en passant par tout un tas d'autres séries, sont des séries dystopiques, comme encore Fallout, inspiré d'un jeu vidéo. Vous connaissez très bien 1984, George Orwell, publié en 1948, à l'époque avec une charge critique très forte, Big Brother is watching you. Mais derrière, c'est quoi? Derrière, c'est l'idée de l'inéluctabilité de l'effondrement. Mais pourquoi? En fait, ce qui est en train de s'effondrer, cher public, ce n'est pas du tout la notion de souveraineté elle-même, hein, et ce n'est pas du tout l'idée que la souveraineté est une technique nécessaire. C'est simplement la conception d'une souveraineté normative, c'est-à-dire focalisée sur une certaine forme de contrainte généralisatrice, abstraite et permanente. En fait, c'est ça qui ne marche plus. Et à tel point que lorsqu'on voit des dépassements de la souveraineté, eh bien, on tombe dans la dictature. Alors, tout le monde connaît le vieux cycle de dégénérescence des régimes politiques, hein. Vous avez dû voir ça quand vous étiez petit à l'école. Donc forcément, tôt ou tard, une démocratie malade devient une démagogie. Et quand la démagogie est arrivée, la souveraineté existe encore, mais elle est fragile, elle est malade. Elle est convalescente, même elle est même pas convalescente, elle est en train de voir tous les symptômes apparaître. Et derrière, qu'est-ce qui arrive irrévocablement? Pour Platon, la dictature. Et une fois que la dictature est là, celui qui prend le pouvoir, ou celle qui prend le pouvoir, n'exerce ce pouvoir que par la force. Or, la souveraineté, je vais vous donner ce qui est à mes yeux la meilleure de toutes les définitions de la souveraineté, c'est la force qualifiée par le droit. Ça veut dire c'est la seule contrainte légitime acceptable par une communauté. Et donc si je sors de la souveraineté, et si j'entre dans la dictature, alors il ne reste que la force et plus aucune légitimité, et surtout, il n'y a plus le droit. Et ces visions, pour moi, je les appelle les visions anti-souveraines. Et notamment, cette vision anti-souveraine, vous l'avez là, avec deux exemples, un littéraire et un cinématographique. Celui littéraire, c'est Le Mulet, l'arrivée d'un mutant dans le cycle de fondation d'Asimov, qui va compromettre les lois de la psychohistoire, parce que Hari Seldon n'avait pas prévu cet événement totalement inattendu et qui vient remettre en cause tous ces calculs mathématiques. Comme quoi, le déterminisme mathématique, lui aussi, peut être faillible. Et cette notion d'infaillibilité est peut-être une des notions que nous devons remettre en cause. Et puis, complètement à la droite, au milieu là, de mon écran, vous avez Immortan Joe. Immortan Joe, c'est dans Mad Max Fury Road, hein, et qu'on retrouve aussi, personnage que l'on retrouve aussi dans le dernier Mad Max, Furiosa. C'est le symbole du dictateur. Celui qui ne règne que par la force, la contrainte, la violence, la brutalité, et le fait qu'il détient les éléments nécessaires à la vie, notamment l'eau. C'est la fin et la mort de la souveraineté. Alors ma communication pourrait s'arrêter là, mais elle serait bien triste. Ce que j'ai identifié, c'est plutôt l'effondrement d'une technique usée. La souveraineté étant une technique juridique qui a été associée à une certaine forme de politique. Ce que je vais vous proposer de faire maintenant, c'est d'abandonner les futurs lointains. Vous oubliez complètement les empires galactiques. Dans les 10 minutes qui nous restent, vous oubliez complètement les dystopies, les dictateurs, tout ça. Vous arrêtez d'avoir peur de ça, parce que je vais vous dire une chose qui n'est pas un secret, mais que les médias ne disent pas assez souvent. La dystopie ne peut pas se réaliser. Vous savez pourquoi? Si vous avez une pièce de monnaie et que la face de la pièce de monnaie est l'utopie, la dystopie, elle est l'autre côté. Pile, face, utopie, dystopie. Or, on est tous d'accord. L'utopie
n'existe pas, Thomas More nous l'a dit, ou topos, le lieu qui n'existe pas. Donc, croire que notre monde, parce que je le lis souvent maintenant dans la presse, croire que notre monde devient une dystopie, c'est aussi absurde de croire que l'utopie parfaite peut arriver. Alors je suis sûr que la plupart d'entre vous, dans cette salle, vous ne pensez pas que l'utopie parfaite peut arriver, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que l'utopie des uns et la dystopie des autres, vieux cliché. Mais par contre, vous avez peur de cette dystopie, mais rassurez-vous, dans la réalité, la dystopie, par essence et par définition, ne peut advenir, puisqu'elle n'est rien d'autre qu'une représentation que nous avons du politique et qui doit nous servir à titiller notre esprit critique. Donc vous voyez, rassurez-vous, ni dystopie, ni dictature, mais peut-être des visions un peu plus positives du futur. Et des visions marquées aussi par de nouvelles techniques. Alors d'abord, 2 nouvelles techniques, une qui est réactivée et une qui est nouvelle. L'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est devenu une thématique absolument incontournable. Ça fait 90 ans que la science-fiction connaît l'intelligence artificielle. Nous sommes en 2024. Olaf Stapledon, auteur britannique, dans les premiers et les derniers, dans Créateur d'étoiles, déjà imagine la possibilité d'une intelligence artificielle. Beaucoup d'auteurs de science-fiction ne sont absolument pas pris au dépourvu avec cette notion-là. Qu'elle soit consciente ou pas, ça n'a aucune importance, c'est qu'en faisons-nous de cette IA ? Eh bien, il y a possibilité de soutenir la souveraineté de l'État, de reformuler la souveraineté de l'État grâce à l'intelligence artificielle. Et puis, une autre possibilité, c'est de se rappeler que le droit, et là je prêche, et j'admets que je le fais, le droit n'est pas tout entier contenu dans la loi. Le droit, il est surtout une forme de procédure, une forme de compréhension des problématiques et de modalités rationnelles et non arbitraires de résolution des problèmes. Et c'est Kim Stanley Robinson qui nous montre qu'on peut le faire. Alors d'abord, l'intelligence artificielle a été mise en lumière dans son rôle positif par un auteur qui s'appelle Ian Banks, et ici qui est commenté par un politiste que je connais très bien, qui travaille à Nice avec moi, qui s'appelle Yannick Rumpala, qui vient d'écrire un livre formidable, un essai formidable sur les futurs possibles hors des décombres du monde, dont je vous recommande la lecture. Qu'est-ce qu'il nous décrit, Ian Banks ? Eh bien, dans le cycle de la culture, un cycle galactique qu'on peut comparer à celui d'Asimov, il nous décrit une société dans laquelle les IA, qu'il appelle les manteaux, sont devenues tellement importantes qu'en fait, elles sont capables de prendre en charge toutes les problématiques politiques, juridiques, institutionnelles de la société, ne laissant aux êtres humains que la plus belle partie de la vie. Le développement personnel, alors ça on y est beaucoup, avec les applications, les 10 000 pas par jour, les tisanes au thé, miel, etc., tilleul, miel, tout ça. Mais surtout quoi ? Le développement de la culture. Thomas More lui-même disait « Le travail ne doit pas dépasser 6 heures, tout le reste du temps doit être consacré au loisir, au repos et à se cultiver. » Eh bien, dans le monde de la culture, grâce à ces intelligences artificielles qui ont assumé les fonctions politiques et juridiques, qui sont donc des techniques, des éléments techniques qui assument cette souveraineté, eh bien, l'humanité est libre de développer sa culture, de développer ses identités. Tout à l'heure, Christian Furet parlait de souveraineté individuelle et de souveraineté collective. Moi, j'aime pas beaucoup le mot de souveraineté individuelle. Pour moi, c'est un peu un oxymore, mais je serais malvenu de le lui reprocher quand j'écris de la science-fiction, qui en soi est déjà un oxymore. La souveraineté individuelle, donc, si j'accepte le terme, sera garantie par une souveraineté collective artificielle pilotée par les machines. Et pourquoi donc des algorithmes très développés ne seraient-ils pas capables de résoudre mieux que nous les problèmes fondamentaux de la société ? Après tout, est-ce que l'humain n'est pas parfois un frein à la résolution de vrais problèmes ? C'est le postulat dont part Ian Banks. Et puis un auteur très important, un livre incontournable à mes yeux, peut-être un livre qu'il aurait fallu lire avant de venir ici, parce que souveraineté et technique, c'est complètement dans son sujet. C'est un auteur américain, mais pas de préjugés, s'il vous plaît,
Kim Stanley Robinson, qui écrit Le ministère du futur, dans lequel il imagine une nouvelle façon de penser l'utopie et une nouvelle façon de penser la souveraineté. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je le cite. L'utopie est un processus de création d'un monde meilleur, le nom d'un chemin que l'histoire peut prendre. L'utopie, c'est un processus dynamique, tumultueux, angoissant et surtout sans fin. Voilà le message aujourd'hui que j'aimerais faire passer dans cette introduction à la souveraineté face à la technologie. Si nous parvenons à sortir de nos représentations datées, si nous parvenons à sortir de l'idée que la seule forme de technologie qui vaille, c'est la technologie dominante, la seule forme de souveraineté qui vaille, c'est la souveraineté étatique à proprement parler, eh bien nous sommes coincés. Alors que si nous repensons le droit comme un processus, comme une procédure, ce que faisaient exactement d'ailleurs les Romains, on dit toujours que les Romains étaient les champions de la loi, c'est complètement faux. Les Romains étaient les champions de la jurisprudence. Iuris prudentia, la réflexion savante sur le droit, c'est-à-dire en particulier la procédure. Ce que nous dit Kim Stanley Robinson, c'est que la clé de notre futur tient dans notre capacité à forger de nouvelles procédures de souveraineté. Et il imagine des tas de solutions. Alors, loin de moi, l'idée, ni la possibilité, ni le temps de vous détailler tout ce qu'il propose. C'est un livre d'une richesse incroyable. Mais par exemple, il propose, au lieu de faire des taxes carbone pour répondre au réchauffement climatique, eh bien, il propose, par exemple, de créer une nouvelle monnaie, une crypto-monnaie, un bitcoin, qui récompenserait les initiatives d'enfouissement du carbone. Et donc qui solliciterait des entreprises pour non pas échapper à des taxes, mais en obtenir des bénéfices et pouvoir, par ces bénéfices, investir sur de nouvelles activités. Et puis, il imagine aussi des façons nouvelles de repenser la vie politique. Pour conclure, et en dernière partie, je voudrais revenir sur une notion de souveraineté qui serait peut-être une souveraineté naturelle. Alors, je passerai très rapidement sur Thomas More, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, et qui fondait la société sur l'existence de lois justes qu'il fallait imiter, qui étaient les lois de la nature. Et je finirai par l'élément le plus important aujourd'hui en science-fiction, ce qui justifie ma place ici en tant qu'historien du droit et auteur de science-fiction, le solarpunk. Pour Thomas More, il était évident, mais c'est un penseur chrétien qui est dans la ligne directe de saint Thomas d'Aquin, et il pense que toute exigence naturelle est en fait une exigence de Dieu. C'est un fervent catholique. Mais pour saint Thomas d'Aquin et Thomas More, il était évident qu'un État devait s'inspirer des lois de la nature. Et la nature devait donc être omniprésente dans la cité. Alors pendant des années, cette vision naïve de saint Thomas d'Aquin a fait sourire, de Thomas More a fait sourire, lapsus révélateur. Mais aujourd'hui, elle résonne étrangement en nous. Il nous dit, la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle invite tous les hommes, tous les citoyennes et les citoyens, à partager en commun le joyeux festin de la vie. Ce précepte est juste et raisonnable. Il n'y a que l'individu tellement placé, il n'y a pas d'individu tellement placé au-dessus du genre humain que la providence ne doive prendre soin que de lui seul. La nature a donné la même forme à tous. Et là, on voit le juriste qui parle. Et parce que nous avons la même forme, eh bien, nous avons les mêmes droits. Cette présence de la nature, aujourd'hui, nous la ressentons. Et ce qui longtemps a été obsolète tout au long du XXe siècle, c'est cette présentation de Thomas More, aujourd'hui, elle devient intéressante, elle devient pertinente. Il nous dit, au fond, si je bâtis une société à l'équerre des connaissances scientifiques que j'ai de la nature, si j'agis au nom de l'autonomie de la volonté contre ce que la nature m'empêche de faire, eh bien à ce moment-là, je commets une erreur qui ne peut m'amener qu'à la ruine. C'est le constat que fait la science-fiction dite solarpunk. Alors ce solarpunk, il est très peu répandu aujourd'hui. Et en France, en tout cas, il est très peu connu. Tout à l'heure, je vous ai demandé qui avait lu Asimov. Je refais un petit sondage, il me reste 2 minutes de temps de parole. Un petit sondage. Qui a déjà entendu parler du terme solarpunk? Voilà, beaucoup moins de monde, vous avez vu.
une dizaine de personnes, alors que tout à l'heure, on était sur plus d'une 80, 75, 80 personnes à peu près, qui connaissaient Asimov. Bien, le solarpunk, c'est la preuve que cette communication d'ouverture avait un sens. Et pas simplement parce qu'il y a un historien du droit qui fait de la science-fiction et c'était original. Le solarpunk va faire se rencontrer l'exigence de crédibilité d'une politique conforme au réchauffement climatique et la nécessité réaffirmée de la souveraineté de l'État, ou en tout cas d'une souveraineté désincarnée, c'est-à-dire pas un pouvoir personnel, un pouvoir d'une communauté. Le solarpunk nous dit que l'avenir est possible à condition que notre façon de gouverner soit conforme aux réalités que la science a dégagées. Et donc les techniques que nous devons mettre en œuvre sont par exemple, en matière d'énergie, des techniques d'une grande sobriété. Le mot-clé du solarpunk, c'est la sobriété énergétique. Et pour imposer une sobriété énergétique, chers auditeurs et chères auditrices, chers spectateurs, il faut une autorité. Et il faut une autorité légitime. Si demain, un dictateur vert nous impose de respecter des restrictions extrêmement fortes, nous voudrons nous insurger contre lui. Mais si demain, une autorité légitime, collective, concertée, fondée sur une authentique représentation, nous dit que le seul moyen de se perpétuer de la République telle que nous la concevons et de ses valeurs, continuer la République, c'est la sobriété énergétique, alors nous accepterons. Mais sans souveraineté, ne nous voilons pas la face, personne ne fera ce qu'il faut faire s'il y est contraint. Il faut une contrainte, mais il faut une contrainte légitime, la force qualifiée par le droit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors je vous ai mis un extrait du manifeste Solarpunk. Le Solarpunk met l'accent sur la justice sociale et il reconnaît l'influence historique que la politique et la science-fiction ont eue l'une sur l'autre. Alors est-ce que nous allons y parvenir? Est-ce que la rencontre entre la souveraineté et la technique, sachant que pour moi la question était déjà réglée puisque la souveraineté est une technique juridique, est-ce qu'elle peut nous permettre de bâtir un monde meilleur? En tant qu'utopiste et passionné d'utopie, j'en ai l'intime conviction. Si nous arrivons à sortir de nos représentations datées, et si au lieu de nous accrocher à des espèces de réflexes culturels qui n'ont plus lieu d'être, nous acceptons que nous sommes une renaissance. Et comme la Renaissance exigeait impérieusement de nouveaux outils, cette époque exige impérieusement de nouvelles façons de penser la souveraineté, et je pense que c'est ce à quoi nous devons nous employer. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute.